bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre, est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Il y a tellement de gens qui meurent pour rien qu'on ne veut pas mourir pour rien. Mais en même temps, consulter notre désir de mourir, c'est consulter au fond notre liberté d'être ou pas dans le game. Pour moi, c'est le plan fondamental et après, les addictions vont découler de cet endroit qui est notre quête de pouvoir, c'est-à-dire la quête de choix. Et pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait deux possibilités. Si la vie est obligatoire, ça n'est plus deux possibilités. Dès que je me rends compte que la vie n'est pas obligatoire, je renoue avec ma liberté et la vie devient enfin acceptable. On nous a tant martelé l'idée de devoir nous améliorer sans cesse, de tenter d'aller vers une meilleure version de nous, de travailler dur sur soi, de se donner du mal pour aller bien, n'est-ce pas ? Mais de quel soi parle-t-on ? Qu'est-ce que cela signifie, aller bien ? Et pourquoi cela devrait-il nous coûter quelque chose ? Et le bien et le mal, ne sont-ils pas les visions de l'esprit, de l'ego ? Et puis, qu'est-ce que l'ego et pourquoi nous fait-il croire tellement de choses ? Savez-vous aussi que votre vision est sûrement binaire et qu'elle nuit à la réalisation de votre être ? Mais qu'est-ce que l'être ? Et qui est Dieu ? Et pourquoi nous a-t-il laissés dans l'ignorance de nous-mêmes ? J'espère que, comme moi, vous êtes prêts à remettre en question toutes vos croyances, à vous rendre compte que la personne que vous pensez être n'est définitivement pas vous. Mon invité incarne une approche singulière dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel, domaine qu'il a exploré mais dont il tente à s'éloigner de plus en plus. Penseur, chercheur, mais surtout trouveur. Il éprouve un plaisir plus que malin à bouleverser les codes, remettre en question des idées considérées comme définitives et offrir des perspectives révolutionnaires sur la manière dont chacun peut exercer son pouvoir sur sa propre vie. Avec plus de 30 ans d'expérience spirituelle, de conférences, de stages, de livres tels qu'Un homme debout ou Ton autre vie, il a développé une théorie laïque, accessible à tous, reposant sur le bon sens commun et dépourvue de prérequis, mais surtout de jugement. À travers sa gymnastique de pensée, comme il la nomme, il ouvre grand l'horizon sur un changement de paradigme qui permet la compréhension, l'acceptation, la relativisation, le soulagement, la déculpabilisation, la confiance en soi ou encore le réveil de l'amour, rien que ça. Nous le savons que trop bien, l'addict est binaire. C'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. Comment dépasser ce schéma de pensée, décristalliser les traumas, s'autoriser à changer ? Je vous assure que si vous nous suivez jusqu'au bout de cet entretien, addict ou non, vous n'en sortirez pas indemne. Il y a un avant et un après Franck Lobvé. Je suis passée de l'autre côté pour ma part et je ne peux que vous souhaiter d'en faire autant. Alors merci infiniment Franck d'avoir accepté cette invitation que j'avais lancée, je dois l'avouer, sans grand espoir de vous recevoir un jour, et je vais même dire de te recevoir un jour, parce que tu acceptes pas grand-chose, à vrai dire, et je crois que mon autre vie a pris le dessus puisque tu es là devant moi et que c'est un grand honneur pour moi et nos auditeurs de pouvoir t'entendre sur cette thématique que tu abordes très peu. Merci beaucoup de m'inviter, puis merci pour cette intro. Je pense qu'on devrait s'arrêter là, on en a assez dit. Voilà, je suis très heureux d'être vu comme ça et c'est bien. Merci beaucoup, j'espère que ça a changé la vie de chacun. Il est hors de question que je te laisse partir, de toute façon, ça va durer 5 heures. Alors tant mieux. Je demande à tous mes invités quelle est leur définition de l'addiction. Est-ce que tu en as une ? J'avais pas réfléchi à ça. La définition de l'addiction. Je dirais que l'addiction, c'est le moyen le plus court qu'on ait trouvé de se punir. Voilà moi ce que je ressens à travers l'addiction. C'est une tentative de se punir, de faire pénitence d'une manière ou d'une autre, d'une manière tout à fait dévoyée, puisque on a le sentiment de se faire du bien, on a le sentiment de se soulager, on a le sentiment de s'alléger. Et en fait, cet allègement ou ce soulagement doit être payant. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, à chaque fois que je vais vivre quelque chose de bien, je vais le payer lourdement. Donc pour moi, oui, il y a une notion un peu de culpabilité sous-jacente. Je crois en fait que
il y a énormément de honte à ne pas souffrir avec le monde qui souffre. Alors pour des gens plus sensibles que d'autres ou pour des gens plus empathiques que d'autres, le bonheur doit se payer, la légèreté doit se payer, ou le simple fait d'être né dans un pays où les frigos sont pleins et les toits sont secs nécessite de s'emmener dans le gouffre, dans le tréfonds, comme pour rejoindre le reste de l'humanité qui souffre, comme par honte de respirer un air léger alors qu'à côté, à 5000 bornes de là, on cherche de la nourriture, on cherche à survivre. J'avais jamais vu ça comme ça, c'est génial. Alors, rien que pour ça, déjà. Non, mais je ressens profondément ce que tu dis, même si il y a une partie de moi qui dit il y a des addicts qui, eux, n'ont pas cette légèreté, ni n'ont même pas eu l'occasion d'être heureux. Donc, de quoi se punissent-ils ? D'être en vie. Ah ouais. Là, on est sur quelque chose que je rencontre assez fréquemment. Pour moi, la question de l'addiction et la question de la liberté sont intimement liées. Pardon, excuse-moi, c'est émouvant. Pour certaines personnes, le fait d'arriver en vie sur Terre, c'est pas un sujet. C'est-à-dire, on arrive, on se pose pas la question d'où on arrive, et on commence le jeu. Bon, alors le jeu en général, c'est une compétition, c'est dépêche-toi de parler, dépêche-toi de te mettre debout, avance bien, etc. Fais ton truc. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est jouable, c'est pas un problème. Mais il est des personnes pour qui être en vie, c'est la manifestation d'un non-choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez foutu là, papa et maman, là ? Vous faites l'amour, puis moi maintenant, je suis là et je dois vivre une vie. Mais moi, j'ai pas demandé à vivre. Alors, il y a ceux pour qui c'est pas un sujet. Comme j'avoue que pour moi, ça a jamais été vraiment un sujet. J'ai pas demandé à vivre, mais je rentre dans le game, je dis ok, bon, bah alors c'est quoi ? Alors à quoi on doit jouer ? Puis hop, je vais faire mon trou. Et puis, il y a des gens pour qui c'est très difficile à accepter cette notion. Dire, mais pourquoi vous m'avez mis en vie là, c'est quoi votre délire ? Et en plus, quand on leur explique c'est quoi le délire, c'est-à-dire, bah voilà, on t'a mis en vie parce qu'on a fait semblant de s'aimer, puis comme on a fait semblant de s'aimer, bah on a fait un bébé, puis maintenant, bah le bébé, bah il est chargé d'être heureux, donc dépêche-toi. Et de nous rendre heureux aussi. Et de nous rendre heureux, c'est bien ça, sûr. le pire. Mais il est surtout chargé de croire au jeu qu'on lui propose, c'est-à-dire, alors c'est quoi votre truc ? Bah, le truc, c'est une course à être le meilleur tout le temps, et puis à la fin, il te restera quelques années de tranquillité entre ta retraite et ta chimio. Ah bon, c'est ça votre délire ? Mais il y a plein de gamins pour qui c'est, mais non, mais moi je joue pas à votre truc, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, pour eux, vivre la vie, c'est un sentiment d'avoir abdiqué complètement leur liberté. C'est-à-dire, du simple fait d'être en vie, j'ai l'impression d'obéir à quelque chose auquel j'ai pas envie d'obéir. Pourquoi vous m'avez mis au monde ? C'est Moi, quoi votre délire ? Cette phrase, j'ai souvent eu cette phrase, j'ai rien demandé moi. Ouais, c'est ça. C'est ça je l'énergie ressens qui est en très dessous. fort ça. Et alors, si je peux pousser un petit peu, je peux, on est là pour ça. Bah, j'espère bien. L'idée qui est en dessous de ça, c'est une question fondamentale qui est la question du libre arbitre. Pour les humains, ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur libre arbitre, puisque c'est l'expression du choix. L'expression du choix, c'est l'expression du pouvoir. Seulement pour un gamin qui est mis au monde et qui, à chaque fois qu'il respire par non-choix parce qu'il a été mis au monde sans son consentement. Que c'est pas son choix, que c'est pas c'est juste pas son truc, la vie, comme on lui propose. Mais cette personne, en fait, qui se retrouve à vivre par non-choix, va avoir comme quête inconsciente, plus je me rapproche de la mort, plus je récupère ma capacité de choix. Vu que vous me forcez à vivre, mon seul moyen de récupérer mon pouvoir, c'est-à-dire ma capacité de choix, mon libre arbitre, c'est de m'approcher de la mort. Donc il y en a qui vont prendre le jeu de « je vais vivre dans les sports extrêmes ». Donc je me jette d'une falaise sans parachute. C'est une façon pour moi où je fais de la moto à 300 km/h et c'est une façon pour moi d'être à 1/1000 de seconde de la mort. Je me sens enfin libre parce que me donnant le droit de mourir, je récupère mon droit de vivre. C'est-à-dire que si tu me forces à vivre, le seul moyen pour moi de récupérer ma liberté, c'est de me donner moi-même le droit de vivre, qu'il ne me soit pas imposé par mes parents, qu'il ne me soit pas imposé par la vie. On frôle la mort pour se sauver soi-même un peu. En fait, se donner le droit de mourir, c'est comprendre que si je renonce à mourir, je me donne la vie. Donc, regarder mon droit de mourir
c'est m'approcher de mon pouvoir, de ma liberté. Et tu sais qu'à chaque fois que des adultes, c'est drôle, ce lapsus, des addicts rechutent, ou moi-même, à chaque fois que j'ai eu des moments comme ça où j'ai flanché, il y a vraiment cette sensation de culpabilité, d'horreur, de drame, et d'avoir l'impression d'avoir tout refoutu en l'air et tout. Et en même temps, cette remontada que j'appelle, ce moment-là où tu décides toi-même de t'en sortir, de récupérer ta vie. Et là, je comprends totalement ce que tu dis. J'avais l'impression d'être vraiment maître de ma vie à ce moment-là. Et c'est peut-être ça, l'addiction, c'est peut-être pas la consommation, c'est peut-être le moment où on décide à chaque fois d'en sortir. Je pense en fait que les deux mouvements amènent au même endroit. C'est-à-dire que le moment où on rechute et on se fait du mal en se faisant du bien, et le moment où on se comporte, on se tient et on s'en sort, en fait, sont les mêmes mouvements. Pour moi, il s'agit de la même chose. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, mais c'est un peu touchy, c'est pour ça que peut-être tu me sens tourner un peu autour du truc, parce que je sais même pas à quel point on a le droit de dire un truc pareil. J'espère que tu vas me dire. Mais c'est que lorsque je consulte mon droit de mourir et que j'y renonce, c'est-à-dire quand je comprends que j'ai le droit de mettre fin au jeu. Ok, on m'a mis au monde sans mon consentement. Ok, mais j'ai le droit de mettre fin à ce jeu. Et quand j'accepte d'avoir le droit de mettre fin à ce jeu et que j'y renonce, je me donne la vie. Ça n'est plus mes parents m'ont donné la vie, c'est moi, renonçant à me donner la mort, qui me donne la vie. Et tant que j'ai pas consulté mon droit à la mort, mon droit à la vie, c'est plié. Donc à chaque fois que je vais vivre, ce sera dans cette sensation de non-choix. Et je peux vivre dans les quartiers les plus huppés avec un tas de fric et un tas de possibilités. Si ma vie est le résultat d'un non-choix, je ressentirai à chaque fois cet appel, ce désir de mort qui est en fait un appel à la liberté. Le seul moyen pour moi de enfin respirer mon pouvoir, c'est d'accepter que j'ai le droit de mettre fin au jeu. Et pour moi, un addict, en fait, il ne fait que faire un yo-yo entre son droit de mourir et son envie de protéger les gens qu'il aime. Parce qu'en fait, les gens qu'il aime l'empêchent de mourir. Il veut pas mourir, il a des parents. Il veut pas mourir, il a des enfants. Il veut pas mourir, il a des amis. Il veut pas mourir, il y a quelque chose de beau dans la vie. Mais en fait, à chaque fois qu'il renonce à mourir, il renonce à sa liberté. Parce qu'au fond, vivre est un non-choix depuis le début. Et c'est là qu'il y a quelque chose de compliqué, qui est de pouvoir consulter notre droit de quitter le jeu, notre droit le plus légitime, notre vie, elle appartient à personne d'autre. Et c'est lorsque je renonce à me donner la mort parce que j'aime ma vie, que d'un seul coup, je ne subis plus la vie, mais je choisis d'être en vie. Et là, après, les expériences ne sont plus le résultat d'un non-choix, mais le résultat d'un choix. Et ça change toute la qualité de l'expérience. En fait, si je te suis bien, d'aller consommer de la drogue, on va dire à haute dose, hein, parce que bon, c'est un petit peu l'équivalent de consulter son droit à mourir. En fait, pour moi, oui, il s'agit de ça. C'est-à-dire de s'approcher d'un endroit dans lequel on ne veut absolument pas aller. Pourquoi on ne veut pas y aller ? Parce qu'il est hors de question pour nous de laisser des trous dans les cœurs des mamans et dans les cœurs des papas. Il est hors de question pour nous il y a tellement de gens qui meurent pour rien qu'on ne veut pas mourir. Pour rien. Mais en même temps, consulter notre désir de mourir, c'est consulter au fond notre liberté d'être ou pas dans le game. Pour moi, c'est le plan fondamental et après, les addictions vont découler de cet endroit qui est notre quête de pouvoir, c'est-à-dire la quête de choix. Et pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait deux possibilités. Si la vie est obligatoire, ça n'est plus deux possibilités. Dès que je me rends compte que la vie n'est pas obligatoire, je renoue avec ma liberté et la vie devient enfin acceptable. L'être humain n'a pas ça. Enfin, je veux dire, pourquoi ce serait que les addicts qui auraient cette volonté-là d'aller consulter la mort et de se mettre... Ça n'est pas que les addicts, il y a plein de façons de s'approcher de la mort. On va tous faire ça, en fait. On va tous essayer de... Non, pas tous. On a besoin de sentir ce libre arbitre. On n'a pas tous ce truc-là. On va tous aimer, ressentir qu'on a le choix. Mais pour beaucoup d'entre nous, entrer dans le jeu ne pose pas de problème. Ah oui, tu l'as dit, c'est vrai. Pour d'autres, c'est comme s'ils n'avaient pas assez bien perdu la mémoire en naissant. Ça, on va en parler, parce qu'on n'y est pas encore, mais Okay. parce que le public n'est pas... Mais nos auditeurs sont souvent des gens qui veulent savoir ce qu'est l'addiction, qui veulent s'en sortir, qui veulent aider des proches à en sortir. La spiritualité, moi, j'en mets des touches, parce que c'est la philosophie aussi beaucoup, parce que pour moi, l'addiction, c'est spirituel, parce que c'est une histoire de vide et de quelque chose qui nous manque de plus grand. Mais ça, je pense qu'on va en parler, parce que tu as énormément
de choses à dire sur ce manque et ce vide. Moi, je veux savoir d'abord, tu m'as dit déjà que tu étais venu pour une raison très noble, qui est la compassion que tu as envers les addicts et le fait et leur souffrance. Est-ce que tu es confronté, toi, quel est ton rapport, toi, avec les drogues en général? Quel a été ton rapport et avec les addicts? Mon rapport, en fait, je sais pas si on peut appeler ça un rapport. Je sais pas, j'ai fumé du tabac et de la beuh pendant, je sais pas, 20, 25 piges, sans jamais être dans l'extrême. Un rapport plutôt jouissif et convivial. Et jamais dans un désir de s'absenter ou de se défoncer. Pour être clair, en fait, dans ma famille, à l'apéro, on sortait pas une bouteille de Ricard. Il y avait une boîte de bœuf sur la table et on se roulait un stick, quoi. C'était plutôt ça plutôt ça l'idée, quoi, tu vois. Mon père, il était plutôt jardinier qu'alcoolo, si tu veux. Mais voilà, je peux même pas appeler ça un rapport à la drogue. Ouais. Ça a jamais été vécu comme de la drogue. Et le rapport à la fuite? Et le rapport à la fuite, oui, ouais, évidemment, une façon de tempérer notre émotionnel tout en le ressentant quand même. C'est pas vraiment vécu comme ça. Je pense qu'on est plus chez moi, on est plus dans ce truc lié à la convivialité et à l'échange. Donc c'est un peu con, c'est comme des gens qui sont obligés de boire un coup pour se marrer avec des potes. Chez nous, voilà, on roulait un joint. Mais personne n'est réellement accro, en fait, dans l'affaire, parce que tout le monde a fini par lâcher. C'est un passage. J'ai envie de dire, ça a été un passage. Quant à l'autre facette, c'est-à-dire des gens que j'aime et qui sont pris là-dedans, oui, ça me renvoie à mon impuissance. Parce que je pense en fait que pour l'entourage, le premier sujet, c'est d'être capable de respirer l'impuissance. C'est-à-dire être capable de laisser des gens qu'on aime désirer mourir, ou désirer souffrir, ou désirer se perdre. Et là, je pense que la première difficulté, c'est de permettre à l'autre son moyen d'exprimer sa souffrance. J'ai compris, je sais pas si ça vaut le coup, cette compréhension, elle est juste pour moi, hein, mais j'ai compris depuis un moment qu'il fallait laisser souffrir les gens qui avaient envie de souffrir. Que le premier truc qui était de chercher à rendre les gens normaux, quoi qu'il arrive, était absolument insupportable, et que souvent c'était même la source de l'addiction. C'est-à-dire de sentir que notre entourage ne nous permet pas d'être différents, nous pousse une fois de plus dans des retranchements qui peuvent amener à la défonce. Après, t'es plus spécialiste que moi quand il s'agit d'addiction. Non, mais il y a des gens qui viennent te voir pour ça, dans tes stages. Est-ce que ce sujet revient souvent ou pas du tout? C'est un sujet qui revient, mais pas plus qu'un autre, mais c'est un sujet que je croise. Et voilà, je le traite souvent par le biais de la liberté. Alors justement, cette liberté, toi tu l'exprimes surtout de cette façon-là, c'est-à-dire on doit être libre d'être qui l'on est, donc de s'accepter et d'arrêter d'être dans justement cette quête de quelqu'un comme tu le dis, d'un meilleur Franck, cette histoire aussi de rendre les gens normaux. Cette histoire est très forte parce que ça parle à beaucoup de gens, de ton fils qui rentre un soir et qui te dit je suis nul, et la première chose que tu fais, tu le retires de l'école parce que tu te poses la question quel est le contrat que tu as avec ton fils. C'est celui de protéger ton fils de ceux qui voudraient le rendre normal. Ouais. Et après, tu t'es dit, je veux aussi faire la même chose avec moi, et je me mets devant le petit Franck, j'empêcherai quiconque de vouloir me rendre normal. Ça me parle énormément parce que moi, je parle tout le temps de moi. La dernière dispute, par exemple, avec mon père, alors que tu le dis aussi beaucoup, pendant 40 ans, tu vas à des dîners de famille et tu disputes tout le temps avec tes parents. C'est pas normal. Il y a un moment, il faut passer de l'adolescent à l'adulte, tu vois. Et toujours ce sujet-là qui est tu fais beaucoup de progrès, tu travailles bien, tu lis de la philo, tu es devenue une intellectuelle et tout ça. Mais comment ça se fait que tu es toujours aussi colérique et que on a l'impression que tu vas nous sauter à la gorge? Parce que moi, c'est ça mon problème, c'est la colère. Et c'est le fait de ne pas supporter que les autres ne pensent pas comme moi. Mais petit à petit, en t'écoutant et en lisant des choses, j'ai compris aussi que c'était vraiment ce truc-là de dire « aimez-moi tel que je suis », mais surtout,
C'est, en fait, je demande aux gens de m'aimer tel que je suis, alors que moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est plus ça, je pense, qui me met en colère. Donc, toi, tu pars du principe qu'il faut donc accepter tel qu'on est, accepter ce manque, ce vide, le bien. Tu vas nous expliquer le bien, le fait de ne pas être une bonne personne, que l'être humain n'est pas une bonne personne, c'est un être humain. Donc, qu'est-ce que l'addict fait quand il doit changer, arrêter de consommer, arrêter de se détruire, quand on lui dit qu'il est bien tel qu'il est? Je pense déjà, d'expérience, et pour tout le monde, si tu décides d'arrêter la clope, tu vas te mettre à fumer 2 fois plus. Quand tu décides d'arrêter les joints, tu plonges 2 fois plus, et ainsi de suite. J'ai déjà tendance à penser que l'idée d'être bien est une mauvaise idée. Je pense pas que la vie soit faite pour être kiffée. Moi, je pense que la vie, elle est faite pour être vécue. Et que chercher à s'éloigner de la souffrance, en général, ça crée de la souffrance. Mais bon, il y a plein de réponses. Hein. Tu as parlé longtemps, donc du coup, il y a plein d'idées qui... Il y a plein... Non, mais il y a plein d'idées qui me... Il y a plein d'idées qui se croisent là-dedans. Une déjà qui, pour moi, est importante, mais pour moi, en tant qu'individu, si je vais pas bien, et que j'ai quelqu'un qui se pointe et qui commence de m'expliquer que ce serait bien que je sois dans la joie, dans l'instant présent, et que je me nourrisse d'un coucher de soleil, je pense que je vais lui faire bouffer ses lunettes, tu comprends ? Moi, c'est pas ma came, ça. Je ne supporte pas, en fait, qu'on nous dise « Mais voilà, dans la simplicité, puis tu comprends, vous êtes trop dans les réseaux, ou vous êtes trop dans l'image, meurs. Arrêtez de faire chier. » Ça me gonfle, moi, tous ces trucs-là, tous ces poncifs à propos de « oui, mais tu comprends, avant on était dans le lien, aujourd'hui on est dans l'individu. » Arrêtez de nous saouler avec ça. Le bien-être me gonfle. Et ce truc qui voudrait dire que dans l'instant présent et face à l'éclosion d'une fleur, tout le monde guérit, faut arrêter les conneries. C'est pas comme ça que ça marche. On sait que quand on a mal, et qu'on en a rien à cirer des fleurs quand on est en manque d'un truc. C'est assez gonflant. Je pense que d'une autre manière, quand tu parles de l'idée de s'accepter soi-même, là aussi on est dans une version un peu ésotérique. Je voudrais vraiment faire redescendre les gens sur Terre. Quand je parle de ça, ce que je veux dire, c'est que je suis un être blessé. Il n'y a pas une personne que je connaisse, que je croise dans la rue, qui ne vive pas avec 1 ou 2 coups de couteau dans le cœur. On l'a tous vécu. Il y a un papa qui est mort trop tôt, il y a une maman qui a été malade, il y a un amour qui s'est envolé, il y a un enfant malade. On vit tous avec ce truc-là. Et je ne veux pas répondre à cette forme d'injonction qui consisterait à aller bien. Je ne vais pas bien, je suis pas un être particulièrement équilibré, j'ai des travers, j'ai des souffrances, j'ai des blessures, et que personne n'y touche, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai le droit simplement d'avoir mes pleurs qui se déclenchent sur commande quand il se passe ceci ? Est-ce que j'ai le droit de souffrir en permanence d'un truc qui m'a fait mal il y a 20 ans ? Moi, j'ai envie de dire oui. J'ai pas envie de guérir tout le temps. J'ai pas envie de passer ma vie à considérer que je suis Malade. un truc à guérir, exactement, malade. Passer ma vie en thérapie, à chercher du bien-être ou du mieux-être. Donc voilà, je suis un être comme toi, comme plein d'autres, blessé. Je revendique ma blessure comme ayant droit à son droit de vivre. Ma blessure, c'est ma blessure. C'est aussi constitutif de ma façon de regarder le monde. C'est constitutif de ma façon d'entrer en relation avec les gens. Et cette blessure, elle a tout à fait sa place. Ça me va. Il est où le sujet ? Ça dérange quelqu'un ? Quand c'est accepté, ça, l'idée, c'est pas je m'accepte tel que je suis, puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Je me regarde dans un miroir en me faisant des caresses. Oh mon Dieu, t'es une belle personne, fais-toi confiance. Pourquoi faire ? Pour faire un Instagrammeur ou un entrepreneur self-made man de plus ? Je m'en fous. J'y crois pas à ce truc-là. Je suis blessé, je suis cassé, je suis comme je suis, j'ai mes hauts, mes bas, je suis sympa et pas sympa, et roule, quoi. Mais quand t'as du mal à accepter ça pour toi, tu vas avoir du mal à accepter ça pour les autres. Quand tu parles de la colère qui t'anime ou que ton père ressent dans votre relation, je crois que ce qu'il est en train de te dire, c'est j'ai encore peur qu'à un moment donné, j'appuie sur le mauvais bouton et que tu me sautes à la gorge. Il est en train de dire, je vois bien que ça a changé, je vois bien que t'es plus comme l'ado que t'étais, mais j'ai encore peur de toi, ma fille. Il est en train de te dire ça. Et en fait, toi, quand ça déclenche de la colère, la présence de ton père, tu lui en veux de rien, sauf d'un truc, son impuissance à aller bien. Comment il prend pas soin de lui, comment il pense de traviole, comment il mange que de la merde, ou comment il fait pas ce qu'il faut pour vivre longtemps. Pourquoi les enfants sont en colère après leurs parents ? Parce qu'ils sont impuissants à les protéger de la vieillesse et de la mort. Alors,
Alors, ils aimeraient dire à leurs parents, mais putain, mais change ça, mais pourquoi tu penses comme ci, mais pourquoi tu manges comme ça, et machin. C'est de l'impuissance. À un moment donné, on va finir par accepter la douleur des uns et des autres. La nôtre et celle des autres. Et ça fait énormément de bien. Moi, ça a vraiment changé ma vie. C'est ça qui a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie, c'est pas les 25 ans d'ésotérisme ou de spiritualité. Ce qui a changé ma vie, c'est quand j'ai capté que j'étais pas en sucre. C'est quand j'ai capté que les êtres humains sont résilients et que si, je le formule comme ça, je pense qu'on le comprend bien, je vis ma vie, tranquillou, et s'il y a une addition qui doit se présenter, elle me trouvera en face. Et je parle d'une addition émotionnelle. Si à un moment donné, je dois me retrouver à hurler de douleur parce que j'apprends qu'un de mes enfants, et j'en ai 5 dans la nature, donc autant dire que des risques, il y en a, qu'un de mes enfants vient de tomber gravement malade ou vient d'avoir un accident, etc. S'il y a une addition qui se présente, je devrais la payer. Il n'y a pas d'endroit où se planquer sur cette planète. Il n'y a pas un état d'être, il n'y a pas une drogue, il n'y a pas un coin où tu puisses dire « là, ça y est, je suis en sécurité ». Il n'y a aucune sécurité et maintenant, elle est acceptée. Ce qui fait que, voilà, je vais vivre ma vie, je vais arrêter de me traquer, je ne vais pas chercher à être une bonne personne dans l'idée sous-jacente que si j'incarne le bien, Dieu me protégera de quelconque mauvaise aventure. Non, je vais vivre ma vie, et s'il y a une addition à payer, voilà, je la paierai, comme tout à chacun, comme tous les gens qui vivent la vraie douleur et qui font face. En fait, ce qui fait souffrir, c'est l'idée qu'on se fait de ce qu'on est ou du monde, c'est-à-dire qu'en effet, de croire qu'il y a un endroit où on est en sécurité. Souvent, quand on va bien, quand tout va bien, quand on gagne de l'argent, quand tout le monde est en bonne santé, on se dit « ah là, je suis peinard, là, je suis bien, je suis exactement là où je voulais être dans ma vie ». Et on s'accroche à ce truc-là, alors qu'en fait, c'est vraiment l'erreur. Enfin, c'est pour ça que moi, je suis très attachée au bouddhisme et à l'hindouisme aussi beaucoup. Dans ce sens-là, le non-attachement, à partir du moment où on a quelque chose, on a peur de le perdre. J'aime beaucoup ces phrases. Elles sont très mignonnes. J'ai envie de monter un compte Insta avec ça. De quoi? À partir où on a quelque chose, on a peur de le perdre? Ouais, des phrases comme ça, tu vois. Aime-toi toi-même et ensuite tu pourras aimer le monde. Et, voilà, j'attendais le moment où tu allais me rentrer dedans. Ce genre de truc. Non, mais c'est vraiment pas le but. Mais moi je pense que c'est vrai que... Pour moi, je pense que ce sont des refuges et que plus on crée de refuges qui nous sont... de choses auxquelles on fait semblant de croire, plus on est en danger. Je n'irai pas faire semblant de croire à ces trucs-là. C'est-à-dire, par exemple, le non-attachement, je trouve ça vraiment formidable. Et il y a plein de gens qui arrivent à pratiquer ça. C'est comme l'idée de vivre dans l'instant présent et compagnie. Et moi, je m'adresse aux gens qui vivent la vie, pas aux gens qui la rêvent. On est attaché. T'es attaché à ton succès, t'es attaché à ton pognon, t'es attaché à tes gosses, t'es attaché à ton cadre de vie, t'es attaché à ta garde-robe, t'es attaché à tes jolis petits yeux, t'es attaché à ta vie. Et après, de jouer à « j'y suis plus attaché, comme ça je peux rien perdre », c'est des chimères d'enfants auxquelles on joue, en fait, pour essayer de trouver une méthode pour pas perdre. On fait semblant de pas être attaché, mais non, on y est. C'est pas mal de trouver des méthodes pour pas perdre aussi. Non, tu sais quoi, on va faire le truc encore mieux. Ouais, on va dire, en fait, j'ai peur de perdre les choses, parce que j'ai peur de perdre l'amour, j'ai peur de perdre la santé, j'ai peur de perdre le confort, mais je ne vais rien faire pour réduire cette peur. Je vais simplement vivre avec cette peur. Ah ouais. Tout simplement. Et c'est ça, en fait, que je veux dire quand je dis que l'être humain est pas en sucre. Évidemment, quand tu es amoureuse ou quand je suis amoureux, la peur de perdre l'autre, elle compte. Mais si je me mets à me battre contre cette peur, vu que c'est l'amour qui a généré cette peur, si je veux détruire cette peur, il faudra que je détruise l'amour. Si je veux arrêter d'avoir peur de perdre la maison, il faudra que je perde ma maison pour perdre cette peur. Oui, mais moi, je suis un peu d'accord de perdre la maison. Eh bien, en fait, moi, je suis pas d'accord pour perdre ma maison parce que j'adore le confort. Ouais. Et donc, je ne vais pas jouer à la perdre avant de la perdre, au cas où je la perde. Ça, pour moi, c'est les jeux de gamins. Je vais vivre ma vie, et si un jour je la perds, je paierai l'addition. Ouais. C'est tout. Je ne vais pas essayer de trouver une... Non, mais tu as raison, je pense que... En plus, tu as quand même cette capacité de clairvoyance, donc je pense que tu lis en moi comme dans un livre ouvert, donc tout ce que je dis, de toute façon, sera retourné contre moi, mais je pense vraiment ne pas avoir peur de perdre les choses. Et en fait, je sais pourquoi j'ai pas peur de perdre les choses. C'est ce que tu viens de dire, c'est que je sais qu'au moment où je les perdrai, ça ira. Exactement. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu dans ma vie. Alors, tu vois, ça, c'est ce que j'appelle l'humain n'est pas en sucre. Voilà. Et tu devrais plutôt te fier à ça. D'accord. C'est-à-dire que au fait que je sais que je vais m'en sortir si ça arrive. Déposer ton pouvoir dans une quelconque religion,
aujourd'hui tu parles de bouddhisme. Non, j'y suis pas. Ça me paraît C'est des hors pensées sujet, que j'aime, oui. hors sujet quand tu vois le pouvoir que toi tu as par rapport au bouddhisme. C'est énorme. C'est-à-dire que toi, ton cœur, il est déjà en miettes. Il a déjà été broyé je sais pas combien de fois, il est déjà en miettes, et tu vas jouer à « je vais vivre ma vie sur la pointe des pieds au cas où il m'arrive un bobo ». C'est vraiment hors sujet. Jamais. Si la douleur arrive dans une vie, c'est justement pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui c'est quand même génial d'avoir tout perdu, enfin d'avoir déjà vécu autant de trucs, parce que tu te dis je vais tout cramer, de toute façon je m'en fous, c'est comme la planète, quoi. Mais il ne s'agit pas de tout cramer, il s'agit d'ensuite pouvoir vivre la vie en disant « qu'est-ce que tu vas me faire ?» C'est toujours la nuance. Est-ce que ça ne te fait rien ou est-ce que tu aimerais que ça te fasse rien ? Voilà. Qu'est-ce que je fais en tant que consommateur usager excessif par rapport à ce que tu dis d'accepter, donc, de pouvoir se voir avec cette vision non binaire, je suis ceci et je suis cela. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'arriver en réunion d'alcooliques anonymes, dire bonjour, je m'appelle Keren et je suis alcoolique. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est pas une bonne chose ? Pour moi, c'est énorme. C'est énorme de savoir faire ça. Ah. Et c'est juste incroyable ce que fait ce boulot-là des AA. Ah, je suis d'accord. Non, j'avais peur par rapport au fait que tu dis je suis ça et ça. Il y a évidemment les deux dans tout, parce que là, on va parler de l'institution, j'ai envie de dire, alors que dedans, il y a des gens. Mais je salue mais profondément le boulot qui est fait par ces gens. On salue Bill et Bob qui ont créé les AA. Ça, c'est de la spiritualité appliquée. Ça, c'est de l'humain appliqué. Ça, c'est vraiment en fait la plus pure compréhension du truc, parce que en fait, ce dont nous souffrons, c'est simplement du sentiment de séparation. Le sentiment de séparation, on peut venir de très loin et on peut le vivre d'une manière spirituelle, ésotérique ou absolument simplement banale, d'avoir quelqu'un qui nous regarde et qui nous parle avec simplicité. Et franchement, qu'ils aient trouvé un moyen de s'asseoir ensemble et de dire, vous savez quoi, on va juste parler et c'est tout ce dont on a besoin. On n'a même pas besoin de parler d'addiction, on n'a pas besoin de parler d'alcool. On a besoin de dire « Salut, ça va, tu fais quoi ?» C'est vrai que les produits sont très peu abordés en vrai dans ces réunions. J'y suis jamais allé, mais je sais en fait... Ta pensée se rapproche énormément. Mais je sais surtout l'humanité qui se dégage de ce truc-là. En fait, pour moi, la spiritualité, si elle t'amène pas autour d'une table, à se marrer entre potes, à prendre une guitare ou autour d'un feu, autour d'un barbecue, n'importe quoi, si ta spiritualité, elle t'emmène pas avec des gens, elle est ailleurs, elle est ratée. Si ta spiritualité, elle t'emmène à dire des trucs comme oh là là, c'est magnifique comme les consciences s'ouvrent en ce moment sur la planète. Lorsque tout le monde pensera comme moi, le monde ira mieux. Mais meurs aussi, toi, tu vois. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu vois, Attends, il y a quand même un taux vibratoire en ce moment. Ouais, la voilà, planète quoi, est en train de... Moi, je peux plus les saquer, quoi. Tu vois, t'as vu, la Lune, elle est forte. Hein, non, ça, c'est plus jouable. Ouais. C'est plus jouable. T'as mal dormi cette nuit, j'imagine. Ouais. On est quand même le 24 c'est ça. mars, et autant te dire qu'il y avait une pleine lune. Ah, le solstice est puissant. Non, on va arrêter les conneries. C'est soit ma spiritualité m'aide à comprendre que je suis comme tout le monde et que l'idée, c'est de prendre les gens comme ils arrivent, soit je pense que j'ai une longueur d'avance et je continue de manifester ce gap entre eux et nous, entre ceux d'ici et ceux de là, et qui continuera de manifester cette souffrance. Donc comment s'en sort un addict avec la vision de Franck Lobvé ? Alors, c'est-à-dire d'abdiquer sur sa... Le premier truc dans la vision de Franck Lobvé, qui donc n'est pas du tout thérapeute et pas du tout indiqué dans ce genre de cas, le premier truc, c'est ne cherche pas à t'en sortir. Je sais que c'est délicat ce que je dis, c'est avec toutes les pincettes. Les AA commencent comme ça, capituler sur le fait que t'as perdu. Ah ok, bah écoute, parfait. C'est pour ça que je te dis que ça ressemble. Ok, parce que pour moi c'est le premier truc et ça ne concerne pas que... tu sais, moi je fais face à une autre addictologie, c'est que j'ai des gens qui sont addicts au développement personnel. Et qui sont addicts à l'idée de la pièce de puzzle qui va tout expliquer de leur vie, tu sais. Donc ils courent de gourou en gourou pour que quelqu'un leur explique le pourquoi ils sont pas des grands gourous internationaux, pourquoi ils sont pas des chanteuses, elles sont pas des chanteuses ceci, ou des grandes prêtresses ou princesses de ceci et cela. Et elles cherchent la pièce de puzzle qui va tout expliquer. Moi je crois que quand on cherche à sortir d'un endroit, on crée cet endroit simultanément. Plus tu cherches à sortir d'un marécage, plus tu manifestes ce marécage et plus tu es dedans. Je crois que la première étape pour se sortir d'un truc, c'est de capter qu'on n'est pas dedans. Et c'est assez bizarre. Qu'on n'est pas cette chose-là aussi. Qu'on n'est pas dedans, on n'est juste pas dedans.
En fait, quand tu es addict, tu réfléchis avec la profondeur de marécage en termes d'années de défonce. Alors qu'en fait, non. C'est état. C'est l'état du maintenant qui compte. C'est pas ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Que tu sois à ta 100e prise ou à ta 10e, en fait, on n'en a rien à cirer. Ça vient de démarrer. Arrête d'en sortir. Accepte d'être malheureux. Accepte d'avoir foiré. Et accepte de faire partie de ce monde. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'orgueil mal placé dans toute cette affaire. Vraiment. C'est de l'égocentrisme, l'addiction. Hein. Quelque part, alors je suis pas non, assez spécialiste. C'est de la victimisation, tu es spécialiste de ça, par contre. Ouais, le ça, fait je dire, sais le voir. Ouais. Voilà, c'est de la victimisation et on te demande, chez les AA, encore une fois, de te responsabiliser. Disons qu'une fois de plus, c'est tellement facile de regarder la moitié de l'humanité en disant « regarde-moi tous ces cons ». Et moi, en fait, comme je suis HPI, comme moi je suis hypersensible, comme je suis... voilà, et compagnie, tu comprends, du coup, je ne peux pas fonctionner avec tous ces débiles. Tu vois, parce que eux, en fait, ils courent après le pognon. Eux, ils sont nuls. Alors que moi, en fait, j'aime la profondeur. Moi, j'aime les papillons. Moi, j'aime les licornes. Moi, j'aime les paillettes. Moi, j'aime l'amour. Alors moi, je suis trop sensible pour ce monde de débiles. Alors, on peut jouer à ça toute sa vie. Et du coup, évidemment, il va falloir qu'on montre à quel point on n'est pas comme les autres. Il va falloir qu'on manifeste tous les jours. Il va falloir qu'on s'habille d'une manière à signaler au monde qu'on n'est pas comme eux. Il va falloir qu'on consomme des trucs pour signaler au monde qu'on n'est pas comme eux. Il va falloir qu'on passe notre temps avec un drapeau disant « je suis tellement bien que je ne peux pas appartenir à l'humanité ». Puisque l'humanité, ça pollue. L'humanité, ça viole. L'humanité, ça fait la guerre. L'humanité, ça salit tout. L'humanité, c'est glauque. L'humanité, ça a des poils, ça pue. L'humanité, ça craint. Donc moi, en fait, j'arrive du monde féerique. Tu comprends ? Je peux pas me mêler à tous ces porcs. Donc il faut bien que je signifie à tout le monde que je suis pas de chez vous. Donc ça peut aller jusqu'à cet endroit-là. Mon désir de pas être de chez vous, c'est-à-dire mon désir de ne pas porter le sang que je porte, va me demander de salir mon sang. Et pour salir mon sang, je vais mettre toutes les saloperies que je peux dedans. Donc je vais commencer par des petits tatouages, comme ça je peux salir mon sang avec de l'encre. Mais après je peux balancer n'importe quoi dans mon sang. L'idée sous-jacente étant de dire, le sang que vous m'avez donné, papa et maman, regardez ce que je vais en faire. Votre enfant trophée que vous vouliez mettre sur une étagère, avec regarde comme il est beau, regarde comme elle est belle, regarde comme elle est performante, regarde comme il parle de langue, regarde comme il fait du piano, regarde comme il saute plus loin que les autres. Je vais vous le défoncer, votre enfant trophée. Je vais lui saloper son sang. Il y a aussi ces notions de, regardez papa et maman, votre sang tout pourri, où vous ne pensez qu'en dira-t-on, à l'image que vous avez, alors qu'on sait tout le monde que tout le monde couche avec tout le monde, que vous ne vous aimez pas, que vous vous en mettez plein la gueule, qu'au moindre héritage, vous allez sortir les calaches. Je sais comment vous êtes et je vais le montrer au monde entier. Donc votre enfant trophée, votre enfant magnifique, votre enfant splendide, celui qui est censé montrer votre amour au monde, regardez dans quel état je vais le mettre. Le monde entier saura la merde qu'on porte et qu'on charrie dans notre sang. Il y a plein de messages aussi dans tout ça. Mais je comprends vraiment d'où ça peut partir. Je comprends vraiment la leçon qu'un enfant peut avoir envie de donner au monde entier et à ses parents en particulier. Mais à un moment donné, on comprend que la leçon se retourne contre soi. Et que finalement, à vouloir donner des leçons, on finit par être aussi pourri que le monde qu'on décrit. Donc, on rabaisse son caquet, on ferme un peu sa gueule, on redescend et on dit « Ok, allez, cette vie, je vais la vivre. » Parce que finalement, c'est compliqué pour tous. C'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut abdiquer un petit peu sur cette espèce de personnage qu'on s'est créé. Je crois. De toute façon, donc on va peut-être parler un peu de ça aussi, de cet ego, qui est un gros mot aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. Moi, j'ai l'impression parfois de comprendre tout, et en une fraction de seconde, tout s'évapore comme un rêve. J'ai eu une expérience un petit peu d'unité comme ça, grâce à des psychotropes. Depuis là, je cherche à la revivre, j'y arrive pas. Comment dire que... Non mais, tu vois, et du coup, ça me fait encore plus souffrir qu'avant, finalement, parce que j'ai vécu ce truc-là, et maintenant, je vois que je suis juste un être humain comme ça. Comment est-ce qu'on guérit de nos traumas ? Les gens qui viennent te voir, qui veulent changer, qu'est-ce qu'ils veulent changer ? Comment attention, parce que il y a trop de questions. Oui, c'est ça. Et à alors, la fin, je ne sais plus laquelle répondre. Celle que tu veux. je prends... changer, au début. Les traumas, abdiquer, l'ego, je ne sais pas. Je prends au début. Pour les besoins de l'explication, c'est-à-dire dès qu'on va se poser des questions sur soi,
on va avoir besoin pour réfléchir de se découper en plusieurs. C'est-à-dire que si c'est Freud qui nous parle, il va nous parler du moi, du surmoi, ou du conscient, de l'inconscient, du subconscient. D'autres vont nous parler du corps, de l'esprit et de l'âme, et ainsi de suite. Et on a besoin, pour les besoins de la communication, on a besoin, pour les besoins de la compréhension, on va se diviser dans la Sainte Trinité, et puis on va avoir des explications entre le corps, le cœur, la tête, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour les besoins de l'explication. Nous ne sommes qu'une unité. Il n'y a pas cette croyance que ton cœur prend des bonnes décisions, mais que ton mental, il en prend des mauvaises, et que ton méchant ego, il en prend encore des mauvaises, ou etc., etc. On n'est qu'une seule et même personne. Il faut arrêter de se diviser. Je pense que ça peut être judicieux d'arrêter de faire des phrases comme « mon corps m'a dit que ». Ton corps, il t'a rien dit, c'est toi ton corps. Ton corps, il parle pas avec toi. Ton corps, c'est toi. Dis-toi, je me suis dit que, réunis-toi, redeviens un. Arrête de manifester cette division. Quand tu parles, toi, du petit Franck, c'est bien, tu divises quand même Franck. En fait, j'en parlais il y a des années et ma pensée a évolué. Ah. Et aujourd'hui, en fait, cette notion existe. C'est-à-dire, pour les besoins de l'explication, D'accord. je vais créer un petit Franck et un grand Franck, ou un enfant intérieur et un Franck d'aujourd'hui. Mais c'est pour les besoins de l'explication. J'aime bien savoir que les pensées évoluent. C'est hyper important de savoir qu'on est. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, ça c'est une phrase importante. Moi, je suis une girouette et puis je le revendique. Oui, moi je suis un con, mais qui change d'avis. Mais très très bon. Encore mieux. Mais le truc que je veux dire par là, c'est que si je ne veux plus me diviser comme ça, c'est parce que je n'accepte plus qu'une quelconque religion, qu'un quelconque gourou, qu'une quelconque spiritualité vienne m'indiquer qu'il y a des ennemis à l'intérieur de moi. Il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de moi. Il n'y a pas le méchant mental, le vilain ego et le gentil cœur. C'est devenu totalement insupportable. À chaque fois qu'on vous vend des ennemis à l'intérieur de vous, ensuite on vous demande de payer des églises. Tous les curés du monde vous demanderont de comprendre qu'il y a des ennemis à l'intérieur de vous. Et ça, pour moi, c'est devenu totalement insupportable. Il n'y a pas le méchant mental et le méchant ego. Alors, on va juste faire 2 secondes de théorie. L'ego, en fait, c'est très simple. C'est la dimension de la survie. Je m'explique. Quand on est petit, quand on est un petit bébé, avant 9 mois, il n'y a pas de limite entre moi et le monde. C'est-à-dire que tu mets un gamin de 6 mois sur une table, il va tomber, parce que le vide et lui, c'est la même chose. Le feu et lui, c'est la même chose. Le chien et lui, c'est la même chose. Donc il n'a pas de notion de danger, puisqu'il n'a pas notion de limite du corps. Puis à force de se faire mordre, de se brûler, de se cogner, il va apprendre la limite. Lorsque la fontanelle va se refermer, il aura enfin conscience qu'il y a ce qui est dedans et ce qui est dehors. C'est la construction de l'ego. C'est ce qui fait qu'il sait qu'il n'est pas le vide de la falaise, qu'il n'est pas les dents du lion. C'est ce qui fait qu'il va enfin survivre, c'est-à-dire prendre conscience de son individu. Alors, effectivement, cette conscience de l'individu, elle fait qu'il y a moi et le reste du monde. Grâce à ça, je survis. C'est pas du tout un problème. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de limite n'a pas de corps. Quelqu'un qui dépasse l'ego, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « je dépasse mon corps ». Il faut arrêter de prendre ça pour un ennemi. On confond l'ego et la crise d'ego, c'est-à-dire la crise d'orgueil. La croyance qu'on va crever parce que nous, ça fait 40 ans qu'on dit qu'on est compétent et quelqu'un nous dit « ah bah là, t'as pas été compétent et ça y est, on croit qu'on va mourir ». Et là, on fait une crise d'ego. Là, effectivement, ça peut être chiant. Mais c'est pas l'ego, c'est la crise d'ego. C'est de croire qu'on va mourir parce qu'on nous montre pas tel qu'on voudrait être vu. Il faut arrêter de confondre ça. L'ego n'est pas du tout un problème. Sans ego, il n'y a pas de limite. Sans limite, pas d'expérience. Quant au mental, c'est un autre outil qui nous permet... c'est pas la même chose, l'ego et le mental. Mais non, ça n'a rien à voir. Le mental, en fait, lui, il nous sert à manifester, à comprendre en fait que l'énergie a des formes. En gros, la véritable nature de ce monde, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que si on prend un microscope, la chaise sur laquelle on est assis, c'est de l'énergie en mouvement, la table aussi, le micro aussi. En fait, on n'est que dans un blooby-boulga énergétique, un maelstrom énergétique qui nous entoure. On n'est que des fréquences dans des fréquences et des fréquences. Le mental, il nous sert à dire cette fréquence, c'est une table. Cette fréquence, c'est du bleu. Cette fréquence, c'est du noir. Cette fréquence, c'est des cheveux, et ainsi de suite. C'est le cerveau ? Le mental, c'est une partie du cerveau qui nous aide à manifester l'énergie en forme. Nous permet en fait de modéliser le monde pour qu'on puisse en faire l'expérience. J'avais un jour une patiente qui cherchait absolument à dépasser les limites du mental parce qu'elle était persuadée que c'était un ennemi. Elle vient me voir et je lui dis « Attention, t'es borderline. Si tu continues, tu vas finir dans un hôpital psychiatrique à manger ta pilule. » Et elle me dit « Oui, mais elle part dans un ashram 3 semaines en Inde. » Elle revient en France et là, elle m'appelle complètement paniquée à me dire « Franck, je suis devant l'école.
Et je ne reconnais pas mon enfant, je ne vois que des formes lumineuses. Alors voilà, maintenant, tout ce qu'elle voyait autour, tous les humains, c'était des boules de lumière. Bon, génial, ma grande, t'as craqué le mental. Et maintenant, voilà. Donc 3 semaines dans un hôpital psychiatrique pour remodéliser l'énergie et savoir en fait que son enfant, c'est celui-là et qu'à côté, c'est pas le sien. Le mental, c'est pas notre ennemi, c'est pareil. C'est comme l'ego, sans mental, il n'y a pas d'expérience. Donc Vipassana, ashram, méditation, tout ça, tu dis quoi ? Non, eux, ils ont parfaitement capté qu'effectivement, il est des endroits où, dans le silence, etc., il se passe des choses. Maintenant, est-ce que nos prérogatives d'être humain, c'est d'être dans le silence absolu, dans l'équanimité, l'équanimité, je précise que c'est l'égalité d'humeur. Par exemple, ou est-ce qu'en fait on est là pour vivre dans la fréquence de l'amour inconditionnel et dans l'éveil et dans l'impermanence ? Peut-être. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je me fie, pour notre intelligence humaine, je me fie au ventre mou de l'humanité. Je me dis en fait que l'humanité doit vivre là où l'humanité est, pas dans les extrêmes de ceux qui sont capables de maintenir la fréquence de l'amour inconditionnel et de manger du prana. Là où ça pousse pour lui. C'est exactement, ou dans les autres... l'idée en fait, c'est pas d'être dans des postures extrêmes, mais d'être là où on est. Bon, en tout cas, sans se perdre, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on arrête de créer des ennemis à l'intérieur de soi, on commence enfin de se prendre tel qu'on est. C'est-à-dire, j'arrête de penser que je suis un problème à résoudre. J'arrête de penser qu'il y a la moitié de moi qui cherche à nuire à l'autre moitié de moi. Mon mental ne me veut pas de mal. Mon ego ne me veut pas de mal. Je ne me veux pas de mal. Et je ne laisserai plus aucune philosophie, d'où qu'elle vienne, me vendre que quelque chose en moi cherche à me nuire. Mais on est des êtres de souffrance quand même. Non, nous ne sommes pas des êtres de souffrance. À chaque fois qu'on va résister à la souffrance, elle va se démultiplier, mais nous sommes des êtres capables de vivre le pire et le meilleur. Nous sommes des êtres capables de conduire des fréquences très douloureuses et d'autres très agréables, et l'une ne va pas sans l'autre. Tu ne connais pas le bonheur sans le malheur, tu ne connais pas la paix sans la guerre, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas des êtres de souffrance, on est simplement des êtres humains, et il y a des moments c'est cool, et il y a des moments c'est dur. J'aurais juste qu'on redescende dans des trucs non-binaires. Simples. C'est vraiment, oui, de dire on va rappeler la vision quand même inclusive, c'est-à-dire de privilégier au maximum dans nos vies le et plutôt que le ou. Hein, quand on arrive et qu'on dit bonjour, je m'appelle Keren et je suis alcoolique, oui, mais je suis aussi pas alcoolique. Parfois, je suis aussi et arrêter de cette étiquette. Ça, c'est encore une histoire d'égo entre guillemets, c'est de vouloir se voir d'une façon qui, en fait, s'inventer. Je crois en fait que pourquoi on veut absolument se décrire et se définir tout le temps ? Et en plus, ça me parle énormément parce que c'est mon métier de mettre des mots. J'ai fait des chansons. On m'a dit toute ma vie, et je peux te dire qu'aujourd'hui, j'en souffre et j'arrive plus à faire une seule chanson. À chaque fois, on me disait, j'ai fait 5 albums, on me disait merci. Pour une raison simple. Tu mets des mots sur nos mots. Et en fait, je trouve qu'à partir du moment où tu mets des mots, où tu fais exister à l'extérieur quelque chose, en fait, déjà, tu le fais passer par le prisme de tes yeux, et c'est pas la réalité. Donc, en fait, tu es en train d'inventer quelque chose. Oui, c'est ça la clé, c'est d'inventer quelque chose. En fait, tu me poses la question de pourquoi on a tant besoin de mettre des mots et pourquoi on a tant besoin de se connaître. Oui. En fait, on passe notre temps à rédiger une forme de carte de visite, à passer notre vie à dire au monde, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et ma souffrance, c'est ça. Oui, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'on m'a fait. Je m'en suis remis comme ça, et je me suis fait tout seul. Et ma mère était comme ça, mais j'ai quand même rebondi, et je suis comme ci. On s'octroie des mérites aussi. Évidemment, mais en fait, on rédige une sorte de carte de visite éternelle qui est une sorte de tentative de se faire connaître, parce que on a renoncé à comprendre que l'idée n'était pas de montrer au monde qui nous sommes, mais de créer qui nous sommes. Et créer qui nous sommes, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est s'inventer. Mais alors, s'inventer, c'est quoi ? Restons vraiment simples. S'inventer, pour moi, c'est s'exprimer. Regarde, je vais le dire de la manière la plus simple possible. Plutôt que de passer mon temps à dire aux gens « Oui, moi je suis une personne profonde et à l'écoute, et je suis dans l'empathie, et je suis dans l'amour et machin », plutôt que de passer mon temps à dire ça, si j'étais plutôt quelqu'un qui écoute. Si j'étais quelqu'un qui prend soin de l'autre. Si je le faisais plutôt que de le dire. Donc être dans l'action plutôt que dans les mots. Ce que je veux dire, effectivement, c'est que ce qu'on est, c'est ce qu'on exprime. Regarde, moi j'ai une croyance. J'arrive des Vosges, moi. J'ai grandi dans les Vosges. Dans les Vosges, il y a plein de mecs bourrus. Tu sais, c'est un archétype, c'est le grand gars qui dit « Oh, vas-y, m'emmerde pas avec tes conneries, bon Dieu !» Un bourru. C'est les bourrus au grand cœur. C'est vraiment, pour moi, les Vosges, l'image la plus probante, c'est les bourrus au grand cœur. Mais il y en a deux.
T'as le bourru au grand cœur qui exprime encore son grand cœur, et t'as le bourru au grand cœur qui n'exprime plus son grand cœur. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il a un cœur d'or, mais le gars ne l'exprime plus. Eh ben, il n'a pas un cœur d'or. Exactement. Pour moi, en fait, quelqu'un qui n'exprime pas son cœur d'or parce que ça fait 20 ans qu'il fait que grogner et dire « m'emmerde pas », c'est juste un grognon. Et quelqu'un qui exprime son cœur d'or, c'est quelqu'un qui a un cœur d'or. Donc on est ce qu'on exprime et ce qu'on vit, en fait. On est ce qu'on exprime. Exprimer avec des mots ou exprimer dans l'action, dans les deux. Partout les deux, c'est-à-dire que tout ce qui se dégage de nous. Donc pour l'addiction, par exemple, si on dit « je suis un addict, mais au fond de moi, je suis libre », eh ben, il faut exprimer cette liberté, donc. Ça va être encore plus simple que ça. Je vais sortir de la question de l'addict. Je ne vais pas réfléchir en addict. Je ne vais pas réfléchir en termes de thérapie. Je vais simplement amener dans la relation ce que j'aimerais y trouver. À l'autre ? À l'autre. Par exemple... Donc on guérit par l'autre. Oui, pour moi, c'est la seule solution. Le seul moyen de se donner quelque chose, le seul moyen de se donner quelque chose, c'est de l'offrir à quelqu'un. Pour moi, c'est une clé, on pourra en reparler. Mais je crois qu'effectivement, si l'addict... C'est pour ça que ça fonctionne, les groupes de narcotiques anonymes et tout ça, parce que c'est un addict qui aide un autre addict. Et en fait, on dit qu'on récupère ce qu'on donne, mais pas par la personne en question. On récupère de l'univers. En fait, ça arrive d'ailleurs. Ça aussi, c'est une croyance ésotérique. Non, mais ça vient de nous-mêmes, en vrai. En fait, en donnant, c'est nous-mêmes qui nous donnons. C'est ça. Voilà, en fait, c'est pas l'univers. La croyance est qu'il y a... Mais on fait des raccourcis, hein, oui, ça va. Je deviens ce que j'exprime. Une personne qui passe son temps à s'exprimer d'une certaine manière, même si elle se souvient d'avoir été une autre personne, elle deviendra ce qu'elle exprime. Tu peux te souvenir qu'avant, t'étais solaire, t'étais marrante, t'étais douce et t'étais rigolote. Si ça fait des mois que tu t'exprimes que à travers ton aigreur et ton ressentiment, t'es devenu simplement une boule d'aigreur et de ressentiment. Et ta solarité, ta gentillesse, etc. sont retournées à l'état de potentiel. Et si tu ne les exprimes pas, ça restera à l'état de potentiel comme tout le reste. Tout est à l'état de potentiel, ça c'est important à savoir. 100% des choses sont à l'état de potentiel. Tu peux devenir la pire personne et la meilleure personne du monde. La question, en fait, ça n'est pas qu'est-ce que tu es, mais qu'est-ce que tu exprimes. Pour moi, chaque être humain porte tout. C'est pour ça que l'idée de dire « moi je suis comme ça et je suis pas comme ça », c'est une gigantesque rigolade. Il y a ce que j'exprime et ce que je n'exprime pas. Et si tu passes ton temps à exprimer de la haine, t'es simplement quelqu'un de haineux et point, et fin de l'histoire. J'ai même pas envie de savoir pourquoi. T'es simplement haineux. C'est tout. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? On s'en fout, parce qu'il suffirait que tu t'exprimes autrement pour devenir quelque chose d'autre. Pas la peine qu'on te mette une étiquette et qu'on vienne te trancher la tête. Il n'y a pas de... C'est ça que tu apprends aux gens aussi, à choisir les bonnes cartes parce qu'on sort ces cartes-là qui sont potentielles. Comment est-ce que la personne va passer de la haine à autre chose ? Je leur apprends quelque chose de beaucoup plus cool que ça. C'est que lorsque je me donne le droit de pas être sympa, lorsque je me donne le droit de manipuler, de tricher, d'être méchant, d'être malveillant, parce que ça m'arrive. Et je pense que ça arrive à tous les gens, mais en tout cas, moi, je sais quand ça m'arrive. Je ne mets pas en déni. Comme je me donne ce droit-là, comme j'ai le droit de pas être sympa, je peux t'assurer que quand je suis sympa, c'est par choix. Quand je suis gentil, c'est par choix. Quand je suis fiable, c'est par choix. Mais imaginons une personne qui est une bonne personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dans l'amour, qui est dans l'écoute, qui est dans l'accueil, qui est dans le soutien, qui est dans la fiabilité. Elle n'a plus le choix que d'être comme ça. En fait, quand elle est comme ça n'est pas par choix. Quand elle est comme ça, elle obéit servilement à ce qu'elle pense être le camp du bien. En fait, au fond, elle obéit à sa peur. Elle obéit à sa superstition. Elle obéit à l'idée que si elle se comporte comme ça, Dieu ne la mettra pas sur la liste des gens à punir. Au fond, elle est dans sa superstition. Alors que lorsque tu donnes aux gens le droit de se planter, d'être nul, d'être méchant, d'avoir du ressentiment, d'être jaloux, de ne pas être au rendez-vous, etc., et qu'ils acceptent ce choix-là, mais d'un seul coup, lorsque je suis fiable, c'est parce que c'est ma décision. Et donc ma fiabilité sera l'expression de mon pouvoir et de mon choix. Lorsque je suis fiable parce que je suis une bonne personne, être fiable n'est pas l'expression de mon pouvoir, mais au contraire, de l'abdication de ma liberté. Et là, tu comprendras qu'il y a plein de gens qui sont des êtres libres, ils sont en Occident, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent, vivre ce qu'ils veulent, mais ils se sentent quand même prisonniers. D'où vient ce sentiment de prison ? D'où vient ce sentiment de perte de liberté ? De cet endroit-là. Ils ont tellement pas consulté qu'ils étaient aussi le mal, que être le bien n'est pas un choix, mais un non-choix, une abdication. Et je dis bien le mal, pas dans sa version la plus horrible. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, super, l'autre, il dit qu'on a le droit d'être le mal, donc allons-y, violons des enfants. C'est pas la peine d'utiliser des caricatures
pour gommer ce que je suis en train de dire. Évidemment, si on généralise ou si on va chercher des postures extrêmes, on aura envie de remettre ça en cause. Mais restons sur un truc qu'on vit tous les jours. Simplement, pourquoi c'est si difficile pour nous de ne pas être fiable lorsqu'on a un ami qui demande un service, alors que combien de fois on n'a pas envie ou on n'est pas au rendez-vous? Accepter d'être aussi ça nous donne la liberté. Et pour moi, ça, c'est important. Pour moi, la lutte contre l'addiction, elle passe par ça. Chercher sa liberté. En 2013, j'ai écrit une chanson et je chantais une chanson. Encore une fois, j'aime parler de moi. Tu peux nous faire un extrait a cappella? Oui, bien sûr. Elle s'appelait « Je me manque ». Et ça faisait « Je me manque, je sonne creux, je me contente de ce que je peux, je me cherche, je sais pas où chercher tellement, je suis paumée tellement, je suis allée loin de moi. Je me manque, je m'en fous, je me donne rendez-vous et tant pis si je viens pas. Je me plante, c'est comme ça, je me hante, j'appuie là où je suis presque morte. » Voilà. Donc c'était ça, je me manque. Merci. Et ce qui est très drôle, c'est d'abord on parle de rendez-vous comme tu viens de le faire, mais surtout je n'imaginais pas à quel point j'aurais pu me réjouir de ce constat que j'avais compris que je me manquais. Mais oui, c'est trop cool ça de se manquer. Exactement, parce que toi tu dis le vide qui m'habitait, c'était ton passage secret entre toi et toi. C'est un tunnel, c'est les fameuses issues de ce corps. Ça aussi c'est un titre à moi, les issues de ce corps. Bien joué. Et donc c'est d'ailleurs la BO de notre podcast, les issues de ce corps. Et donc c'est un tunnel. Plus le vide va être grand, plus on va laisser ce vide s'installer, plus on va pouvoir y passer dedans. Et donc, on se rend compte que tous les substituts que l'on met pour combler ce vide ne suffisent jamais, puisque c'est un manque de nous-mêmes, de la personne originelle qu'on était avant d'arriver au monde, puisque tout à l'heure, tu as commencé par ça, en parlant de Je vais le décrire de l'oubli. Je vais le décrire d'une manière plus prosaïque. Aujourd'hui, je suis capable de décrire ça sans passer par l'ésotérisme, et ça va être vraiment plus cool. Carrément. Ouais. Même si j'adore l'ésotérisme. Oui, mais ça finit par saouler tout le monde. Exactement. Moi, le premier. Je crois qu'on peut prendre le truc autrement. Toute personne qui a rencontré la souffrance, la dépression, la douleur, le deuil dans sa vie, va pouvoir peut-être comprendre ce que je veux dire. Moi, j'ai découvert quelque chose de formidable là-dedans. Je l'ai découvert dans la souffrance physique extrême. Tu es sur un lit d'hôpital, tu es au taquet de morphine et tu dis juste, s'il vous plaît, tuez-moi. Tu vois, t'as trop mal. Et quand tu Toi, tu as expérimenté ça? Ouais, j'ai expérimenté ça et il y a quelque chose de cool là-dedans. Je savais pas. C'est que quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus personne, quand tu es dans un trou, quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, j'ai envie de dire, tu te laisses descendre dans le gouffre. C'est comme un puits avec des parois parfaitement lisses. Et c'est pas la peine de pédaler, t'iras au fond, tu le sais. Et j'ai remarqué en fait que quand tu glisses, au bout d'un moment, t'arrives au fond. Et là, en fait, dans un coin du truc, il y a un gars qui est assis par terre avec, tu sais, les jambes un peu recroquevillées comme ça, comme quelqu'un qui attend depuis super longtemps. C'est une version de toi, tu vois. Et elle te regarde, elle te dit « Ah bah quand même ». Et en fait, tu captes que tant que t'es pas allé au fond de ce truc, tant que t'es pas descendu... Genre, elle te dit quand même, genre, enfin, tu viens me chercher. Ouais, c'est ça. Ah bah quand même, tu te pointes. Ah bah enfin, t'acceptes d'avoir mal. Enfin, tu comprends que tu peux tout lâcher et te le laisser aller. Il n'y a plus d'artifice, là. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Donc là, on considère que dans la souffrance extrême, on est enfin nous. Mais écoute, on ne sait pas, on est enfin nous. On pas est du quoi, tout. Alors tu rencontres une version de toi qui, elle, est parfaitement en sécurité. Tu rencontres une version de toi qui est là depuis toujours et pour toujours. Une version de toi qu'on n'a rien à cirer. Une version de toi, en fait, qui n'est pas assujettie à la peur de disparaître ou d'exister. Une version de toi, en fait, qu'on n'a rien à cirer. Et ce rien à foutre, il est d'un réconfort absolu. C'est une version de toi qui te dit, bah, tu vois, tu pouvais pas te manquer. Et puis une version de toi qui dit, bah, t'as vu, on est mort et qu'est-ce qu'on en a à cirer? Tu une version de toi qui dit, t'as vu, on n'a plus rien et on a tout. Et en fait, t'as vu, on s'en fout. Tout est là. Tout est là. Tu sais, c'est ce que t'appelles... qu'on peut toucher par l'éveil, hein. Tu sais, c'est ce sentiment d'observer une scène, mais d'être la scène qu'on observe, de faire 3 kilomètres de distance, tout en étant l'observateur et en étant la chose, et ainsi de suite. Mais là, d'une version beaucoup plus simple, plus prosaïque, tous les gens qui sont descendus tout au fond, au bout d'un moment, rencontrent ce truc-là. Il y a une version de toi qui est juste là et qui s'en fout. Cette version de nous, c'est la version qu'on rencontre lorsqu'on accepte d'avoir perdu, d'avoir raté, d'avoir loupé, ou alors lorsque, c'est même pas qu'on accepte, c'est qu'on n'a pas le choix, parce que notre corps a craqué, parce que notre cœur a craqué, et qu'il n'y a plus d'autre espace. Alors il y a ça.
Et j'ai remarqué donc que tout en bas, tout au fond, quelque part, au fond de nous, il y a cette version de nous. Et j'ai envie de dire ça comme ça. Qui s'en fout? Et cette façon qu'elle a de s'en foutre est tellement rassurante, tellement sécurisante, tellement chaleureuse, tellement là, que d'un seul coup, tu peux ne plus avoir peur de ton vide. Ton vide, ton manque de toi, c'est le manque de cette personne-là. Cette personne-là qui est assise au fond du puits, elle te manquera toute ta vie parce que quand tu es né, tu l'as perdue. Mais la fameuse part manquante un peu de Christian Bobin, je trouve. Oui, c'est ça. J'aime cette personne-là. Il faudrait que je le lise parce que il est tout court. Il est très court, il est magnifique. Non, mais je crois que j'ai jamais lu ce mec. Tu sais que je l'ai relu. J'ai rien lu de ce mec, mais grâce à toi. Je voudrais le rencontrer parce qu'on m'en parle tout le temps. Malheureusement, il est mort. Non, c'est bien, comme ça sera plus facile à lire. Mais... Il est mort, mais là, je crois. On en a parlé l'année dernière, je ne sais plus, enfin, il est mort récemment, mais moi, j'ai des citations. Tous mes livres commencent par une citation de Christian Bobin, alors que je ne l'avais jamais lu. Et en fait, à force de parler de cette part manquante, j'ai dit, maintenant, il faut que je le lise. Et grâce à toi, en préparant cet épisode, j'ai lu La part manquante et je te conseille vraiment de le lire. Je crois que, hélas, maintenant, je m'en fous trop. Mais si jamais je refuse à nouveau de la souffrance, je réutiliserai ça. Juste pour terminer cette histoire du fait d'accepter d'être là, d'accepter justement cette version juste de nous-mêmes, sans artifice, sans vouloir projeter quoi que ce soit sur personne. S'il n'y a rien à faire, rien à réussir, rien à décrocher, qu'est-ce qu'on fout là? Moi, j'ai envie de finir sur quelque chose quand même d'un peu ésotérique quand même. Qu'est-ce qu'on fout là? Ah non, justement. Moi, je vais retirer l'ésotérisme à tout ça. Je vais même te ramener le truc de la manière la plus simple possible. Je n'en peux plus de nos postures, justement, la super de l'occidental avec son mieux-être, son bien-être et sa guérison absolue est nécessaire. Et si on acceptait d'être là pour rien? Tout bêtement. Je suis en vie. À quoi ça sert? À rien. Qu'est-ce que ça rapporte? À rien. C'est quoi l'intérêt? Rien. En fait, nous, on a du mal à vivre les choses de manière gratuite. Est-ce qu'on pourrait pas simplement accepter d'être là pour rien? Ça va passer vite. On est là. Parfois pas. Parfois c'est long. Quand les gens disent la vie est courte, moi j'ai envie de dire. Il y a des moments c'est long, il y a des moments ça va trop vite. La vie est trop courte, je comprends pas moi cette phrase. Et quand tu serres tes gamins contre toi, tu le vois très vite qu'elle est trop courte. Mais c'est pas tant le sujet. Oui. Le sujet en fait, c'est d'être capable de ramener de la gratuité dans l'expérience. Je ne cherche pas ma mission. Je ne cherche pas le sens. Je ne cherche même pas à mettre du sens. Je veux laisser cette vie absolument gratuite. Lui donner le droit d'être gratuite. Je vais te vivre pour rien, ma chère vie. Je vais faire l'expérience d'être moi, et ça ne me rapportera rien. Et tout c'est ça, très bien j'en ai comme conscience, mais ma tête ne me laisse pas en paix. Donc j'ai conscience de ça, vraiment, et j'adore justement la gratuité parce que j'ai un problème, c'est que je me mets toujours à l'abri du pognon, c'est mon truc, moi j'adore faire les choses pour rien. Donc je réponds aux gens sur les réseaux pendant des heures pour les aider, enfin je fais ce que je peux. Donc la gratuité, pour moi j'aime bien faire les choses sans attendre rien du tout du résultat. Mais ma tête ne me laisse pas en paix sur les questions de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a à la fin, c'est quoi le but du jeu? Tu vois, et si tu me dis qu'il n'y a rien, je suis pas sûre que ça me fasse du bien. Je sais, parce que chez toi, en fait, tu veux savoir le but du jeu, parce que tu veux le réussir, parce que tu veux pas revenir, parce que t'en as trop chié. Je veux pas revenir, putain. C'est ça. Et t'as vraiment compris. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un sketch de Blanche Gardin où elle dit, je suis pas contre le suicide, mais en fait, si je meurs là, si je me suicide et que je reviens, encore cette merde. Exactement. Je ne veux pas revenir. J'en ai trop chié, on est d'accord? C'est ton point de vue. Mais en fait, je pense que t'en as trop chié justement parce que c'était difficile et anxiogène pour toi d'être ici et sur place. Moi, je te conseille un truc. Regarde le truc autrement. Pense ça comme ça. T'es sur la planète. Il y a plein de trucs sympas. Hein. Notamment le corps. T'as vu la machine à sensation? C'est quand même extraordinaire. Et tu sais quoi? Arrête de chercher à mériter d'être sur Terre. Parce que au fond, ton truc de vouloir absolument donner du sens, et ça va où, et c'est quoi le but, et qu'est-ce que ça rapporte à la fin, et toute cette idée-là, c'est l'idée de mériter ton sol. Arrête de chercher à mériter ta naissance. Tu n'as pas à mériter ça. La vie est suffisamment dure pour que tu n'aies pas à lui donner du sens. Tu la vis. Quand ça fait mal, ça fait mal. Quand ça fait pas de mal, ça fait pas de mal, et c'est tout. Mais regarde, quand une femme, là, à Paris, n'ose plus sourire, parce que si elle sourit, il y a des mecs qui pensent
qu'elle a envie de se faire baiser et qui du coup arrête de sourire, tu as envie de dire à cette femme « non, c'est eux qui doivent changer d'attitude, qu'ils aillent se branler ces mecs. Mais toi, tu marches en souriant. » Tu captes ? Toi, en fait, sur ta planète, marche en me disant « c'est ma planète, j'ai pas à mériter mon sol, je n'ai pas à m'excuser d'être ici, je ne suis pas en transition ici, je ne suis pas ici comme une invitée dégueulasse qui va venir s'essuyer les pieds comme si elle allait saloper la terre par sa présence. Tu ne salopes rien du tout, t'es ici chez toi, et du coup, tu prends ton temps. » Je crois que mes larmes auront le dernier mot. Merci. Merci Franck. Merci. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.